Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a exactement une semaine qu'une partie de l'opposition réunie à Cotonou a mis sur pied un creuset dénommé cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. De la déclaration finale lue, il est dit que ce front a pour chantier la relecture consensuelle du code électoral, l'audit participatif du fichier électoral informatisé et l'extraction consensuelle de la liste électorale pour les élections de 2026, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques, ainsi que la restauration du tissu social à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Si certains voient en ce creuset l'âme ultime de l'opposition pour 2026, d'autres pensent que l'opposition est très loin du compte et qu'il s'agit d'un projet mort-né. Nous, ici, nous nous interrogeons sur l'issue d'une telle association, surtout qu'il ne s'agit pas d'une première pour l'opposition. Et pour aborder la question, nous avons invité l'un des vice-présidents du parti Les Démocrates. Il s'agit de M. Nathanaël Kitty. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques et en droit public. Monsieur Kitty, bonjour. Bonjour madame la journaliste, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous émettons depuis le studio François-Xavier en ligne. Monsieur Kitty, nous sommes là pour décortiquer un peu ce creuset que l'opposition a mis en place, comme je le disais, il y a cela une semaine. Je vous pose la question, pourquoi ce cas de concertation? Je pense que dans environ 1 an et 2 ou 3 mois, nous allons organiser les élections au Bénin. C'est-à-dire que le président Patrice Talon est à la fin de son 2e mandat et conformément aux dispositions de la Constitution, il doit rendre le tablier et partir. De la même manière, après la réforme contestée de la Constitution en 2019, il y a un Parlement transitoire qui a été élu en 2023 et dont le mandat arrive à terme en 2026. Un Parlement transitoire, vous dites? Oui, bien sûr, parce qu'à l'issue de la réforme de la Constitution, le mandat, je précise que cette réforme de la Constitution a été déclarée contraire à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et par voie de conséquence contraire à la Constitution du 11 décembre 1990, étant donné que la Charte est annexée à la Constitution de 1990 et fait partie intégrante de cette Constitution. Mais malgré ça, le chef de l'État, qui, conformément à la Constitution, doit garantir le respect et l'exécution des lois de la République et des décisions de justice, a refusé que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples soit appliquée. Et c'est la raison pour laquelle la loi de révision de la Constitution, cette loi, a servi aux élections en 2020. Est-ce que la Cour constitutionnelle la Cour constitutionnelle a rendu une décision dans laquelle elle a dit qu'elle n'est pas compétente pour contrôler la conformité d'une révision de la Constitution à la Constitution. C'est-à-dire qu'elle a eu un comportement de Ponce Pilate au moment où on lui a présenté Jésus. C'est ce que la Cour a fait. Et donc la décision ou l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples retrouve son entière application. Alors, le chef de l'État, ne l'ayant pas fait, les élections de 2023 avaient été organisées avec la loi de révision de la Constitution qui ramène le mandat des parlementaires à partir de 2026 à 5 ans et crée un mandat transitoire de 3 ans.
c'est-à-dire 2023, 2026. Et c'est la raison pour laquelle en 2026, il y aura les élections législatives. Oui, on a voulu un certain alignement des élections. C'est ce que les parlementaires ont expliqué. Non, c'était une assemblée monocolore. C'est-à-dire que les élections qui ont été organisées en 2019 avaient exclu l'opposition. De telle manière que ce sont les députés acquis à la cause du chef de l'État qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, ont fait leur volonté pendant 4 ans. Et donc, ce qu'on nous fait croire est leur volonté, la volonté de ceux qui sont au pouvoir et non la volonté du peuple, étant donné que dans le peuple, il n'y a pas que le peuple ceux qui sont au n'a-t-il pouvoir. pas donné justement mandat à Non, ces... non, Le peuple n'a pas donné mandat à ses députés. Comment le peuple donne-t-il le mandat à ses représentants, M. Kitty? Il ne s'agit pas seulement de se faire proclamer élu par la Cour constitutionnelle pour se voir attribuer la légitimité. Non. Voilà. La légitimité, on l'obtient surtout lorsque vous prescrivez des ordres et que de manière volontaire, les populations trouvent normal de les exécuter parce qu'ils vous ont donné mandat. Les conditions dans lesquelles les élections s'étaient passées en 2019 avec des arrestations arbitraires, des confiscations de liberté, la fraude électorale, on ne peut pas dire que ceux qui s'étaient retrouvés à l'Assemblée nationale pendant ces 4 ans avaient une légitimité populaire pour poser les actes qu'ils ont posés. Et malgré ça, la Cour africaine a déclaré l'acte posé contraire à la charte. Et je vous avais dit tout à l'heure que cette charte fait partie intégrante de la Constitution béninoise et ils ne l'ont pas respectée. Ils ont violé la Constitution béninoise. Au demeurant, en 2026, comme c'est de ça il est question, nous allons aux élections législatives et puis les élections municipales, communales et locales, étant donné que les conseillers communaux et municipaux qui ont été élus en 2020, leur mandat arrive à échéance en 2025. Dans cette perspective, chaque parti s'organise, se prépare, définit ses stratégies. Et c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé opportun et nécessaire de dialoguer avec les autres partis qui se réclament de l'opposition. Et c'est à l'issue de ce dialogue que ceux qui ont voulu s'associer au parti Les Démocrates sont arrivés et ce cadre de concertation a été mis en place. Ceux qui ont voulu, est-ce à dire qu'il y en a qui n'ont pas voulu adhérer à votre cause, à ce cadre de concertation? Il y en a qui se déclarent de l'opposition, qui n'ont pas voulu. Comme qui, par exemple? Il est là Mais sur vous place. avez vu les déclarations de la semaine, il y a eu des déclarations relayées par la presse dans la semaine. Sur place, en tant que force de l'opposition, il y a, à moins que je me trompe, il n'y a que la FCBE. Est-ce que la FCBE, vous les avez invités et elle a refusé catégoriquement de vous accompagner dans cette initiative? Je pense que leur déclaration de la semaine exprime bien tout ce qui s'est passé. L'on dit dans la semaine et ont critiqué ce qui a été mis en place. Cela veut dire que ce parti n'a pas voulu de ce cadre. L'avez-vous invité? Bien Formellement. sûr, il y a eu des échanges qui ont été faits, des rencontres qui ont été organisées. En amont Voilà. à la mise en place du cadre. Des propositions qui ont été faites pour la mise en place de ce cadre. Étant donné que chaque parti politique est autonome, Bien sûr. son bureau exécutif est libre de décider d'avec qui composer. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur décision. Nous respectons
leur décision et il va falloir que même on respecte notre décision de nous mettre ensemble avec d'autres forces qui veulent s'associer à nous pour qu'on puisse faire le combat pour la restauration de la démocratie telle que nous l'avions commencé depuis 2020. Alors, donc, ce n'est pas vous qui avez exclu la FCBE, là c'est clair. Non, nous n'excluons personne. Le cadre de concertation reste ouvert à toutes les forces qui se réclament de l'opposition et qui veulent y adhérer pour faire la lutte avec nous. Dans cette lutte, nous avons besoin de rester ouverts. Nous avons besoin de toutes les forces qui se réclament, bien sûr, de l'opposition. Nous en avons besoin et toutes les forces qui sont disponibles pour y adhérer seront les bienvenues. D'accord. Ouais. Alors, les initiatives du genre, vous n'en êtes pas à la première. Quand je dis vous, je parle de l'opposition. On a connu en 2021 justement un front encore pour la restauration de la démocratie. Avant que je ne continue ma question, qu'est-ce que ce front est devenu? Parce que bon, on a vu que c'est parti en queue de poisson, on ne connaît plus les conclusions. Est-ce que ça a été enterré? Non, ce n'est pas que ce front, c'était comme le cas de concertation, seulement que à l'époque, on lui avait donné le nom Front pour la restauration de la démocratie. Et avec les événements de 2021, il y a eu l'arrestation arbitraire du professeur Joël Aïvor, et l'arrestation arbitraire de Mme Rekia Madougou et leur condamnation en violation des droits de la défense, de la Constitution et de tous les droits humains. Et après ces événements, il y a eu beaucoup parmi les Béninois qui animaient ces différents partis. Certains sont partis en exil, d'autres se sont camouflés, et c'est dans ces conditions-là que finalement cette organisation était mise en veilleuse. Mais du moment où nous avons décidé encore de reprendre l'initiative de 2021, les forces qui sont encore présentes et qui se réclament toujours de l'opposition ont été à nouveau consultées. Alors, si ce fonds ne vous a pas permis de restaurer la démocratie que vous voulez tant restaurer, puisque le cas de concertation, c'est pour le même objectif, entre autres, on y reviendra, qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, vous allez réussir? Je pense que si nous n'avions pas pu réussir en 2021, comme vous le dites, c'est parce que les élections de 2021 n'ont pas été des élections organisées de manière démocratique. Il y a eu cela également, étant donné que c'est le pouvoir qui a décidé de qui peut être candidat, qui peut être son concurrent. Vous vous rappelez des conditions dans lesquelles le vote s'est ce dont je me rappelle, c'est qu'il y a eu au moins 2 duos. Je dis au moins, je me rappelle du duo Talon Talata, du duo Korwe Agossa, je crois bien. Il y a eu ces duos-là. Quand vous dites que Patrice Talon a choisi ses candidats, en tout cas, ceux qui vont le challenger, nous, population, nous ne savons pas de quoi vous parlez. Peut-être que vous êtes dans ce le code électoral n'avait pas été respecté, étant donné que il y avait une assemblée monocolore, c'était aux députés de cette assemblée monocolore de donner le parrainage. Et le parrainage a été institué pour d'abord écarter les candidats de l'opposition. Maintenant, dans une démocratie, on n'empêche pas un parti de participer aux élections. On ne le fait pas dans une démocratie. Ce sont les citoyens qui décident dans une démocratie à travers des élections libres, transparentes et concurrentielles. Ce sont les citoyens qui décident de qui peut être député à l'Assemblée nationale, de qui peut les gouverner. Il se fait qu'en 2021, on n'a eu rien de tout cela. C'est le gouvernement qui a décidé de tout, qui a exclu
qu'il voulait, Le gouvernement, qui a accepté. Monsieur Kiti, le gouvernement ne peut pas exclure un candidat. Écoutez, le gouvernement est là l'Assemblée pour exercer. monocolore était le résultat des politiques publiques du gouvernement en 2019. Et puis la Sénat, qui était en place, était le résultat de l'Assemblée monocolore. L'Assemblée La a Cour été installée après la des Cour élections. constitutionnelle. Donc l'Assemblée a un mandat. Non, Si vous madame, estimez que cette madame. Assemblée n'avait pas la légitimité, Ouais. c'est votre critique à vous. Ce Mais n'est vous pas ne une pouvez critique, pas en c'est pas une faire critique, madame. un fait. Quand vous prenez la Constitution du 11 décembre 1990, il est dit dedans que le peuple béninois a exprimé sa volonté de créer un état de droit et de démocratie. Le préambule, ça n'a pas encore changé. Ça n'a pas changé. Cela veut dire quoi? Quand on parle d'état de droit et de démocratie, ce que cela veut dire n'a pas été respecté dans ces conditions. Alors, on ne peut pas réussir lorsque vous avez la police qui pourchasse, qui arrête, vous avez une justice aux ordres qui est prête à condamner, qui attribue les condamnations, les peines, selon votre souris devant le juge. Vous voyez, il n'y a aucune garantie, aucune protection pour les citoyens. Ce sont dans ces conditions que le chef de l'État a été réélu en 2021 sans électeurs. Comment alors il a eu le second mandat? Les urnes ont été boudées par les citoyens béninois. Vous avez les films. Vous êtes journaliste. Bien sûr. Vous avez eu des caméramans qui sont, ou bien même, qui sont allés sur le terrain, qui ont enregistré. Vous pouvez regarder. Oui, le contentieux électoral est géré par l'organe que vous connaissez, qui est l'institution que nous connaissons tous. Vous avez une cour constitutionnelle aux ordres, dont le président était l'avocat du chef de l'État, et une cour constitutionnelle qui n'était pas indépendante. Il n'y a pas d'indépendance. Cette cour n'était pas indépendante et l'actuelle même ne l'est pas. À travers les décisions qui sont rendues, vous vous rendez compte, vous posez même des questions de savoir si ce sont vraiment, si c'est vraiment une cour qui a rendu des pareilles décisions. Juste là, vous n'avez pas encore répondu à la question qui est posée. Je vous demandais, qu'est-ce qui vous garantit que cette cadre de concertation réussira ou atteindra? Ce qui nous garantit, ce sont les stratégies que nous mettons en place, que nous ne pouvons pas exposer ici. Ces stratégies nous garantissent aujourd'hui que en 2026, nous allons réussir à restaurer la démocratie et à faire élire à la tête du Bénin un candidat de l'opposition. Alors, si c'est que vous voulez restaurer la démocratie, il faudrait qu'on évacue très rapidement cette question. Si vous voulez restaurer la démocratie et que vous estimez que l'État dans lequel nous sommes n'est pas démocratique, est-ce que dans un État non démocratique, parce que je ne veux pas utiliser d'autres adjectifs que ça, non démocratique, l'opposition pourrait mettre un cas de concertation en place? Les conditions dans lesquelles les partis d'opposition fonctionnent sont difficiles. En principe. Donc, un instant. Difficile. Je vous dis, les conditions dans les... Oui, les conditions... Non, moi j'emprunte vos mots. Les conditions sont difficiles, oui, mais vous fonctionnez. L'opposition fonctionne tout de même. Les conditions dans lesquelles les partis d'opposition fonctionnent aujourd'hui au Bénin sont des conditions difficiles. Parce qu'il y en a toujours dans nos rangs qui ont peur de participer aux réunions. Et c'est le moment de dire aux citoyens béninois, au peuple béninois, que le moment de la peur est passé. Maintenant, c'est le moment de la lutte pour que un mandat renouvelable une seule fois soit respecté. Nous luttons pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat, tel que la modification du code électoral la laisse
penser. Ah bon, quel Et article, nous avons... quel article du Code électoral laisse penser que... Dans le Code électoral, c'est ouvert à un troisième mandat. vous avez un seuil de représentation de 20%, Bien sûr. qui est de nature à produire en 2026 une deuxième assemblée monocolore. Ah, donc vous avez le pouvoir de voir déjà l'avenir. Lorsque vous êtes opposant, vous anticipez sur les intentions du législateur. Vous anticipez sur ça. Madame, le seuil de représentation, c'est indiqué dans des régimes parlementaires. Quand on parle des régimes parlementaires, ce sont les régimes dans lesquels vous avez un Premier ministre qui incarne le gouvernement, mais qui est issu de la majorité au Parlement. Ce qui se passe dans ces régimes, il arrive que les partis politiques représentés au Parlement soient aussi nombreux qu'eux. Il est difficile de dégager une majorité pour avoir un gouvernement stable. C'est dans ce cadre que le seuil de représentation a été imaginé pour éliminer les partis qui jouent au trouble-fête. Mais on met le seuil très bas pour ne pas donner l'intention d'exclure une bonne partie de la population. Très souvent, vous allez voir, c'est 2%, c'est 3% ou 5%. Mais ici, on est allé jusqu'à 20%. Mais c'est le seuil le plus élevé au monde. Il n'y a pas un État au monde où vous allez voir un seuil de représentation à l'Assemblée nationale pour être éligible à l'Assemblée nationale de 20%. Le législateur béninois a choisi que cela soit 20%. Mais non seulement ça, mais on dit également que vous devez avoir ces 20%-là dans toutes les circonscriptions électorales. Nous en avons 24. Oui. Nous en avons 24. Ça veut dire que lorsque vous ratez ce seuil dans une circonscription, même si vous avez 80%, 90% de votes dans les 23 autres, vous êtes éliminé. C'est ce qui est mis dans le code électoral. Maintenant, il y a des accords de gouvernement, c'est-à-dire il y a les exceptions qui sont prévues au cas où il n'y aurait pas de parti qui ait atteint ça, mais ces accords doivent être faits avant les élections. Mais la conséquence, c'est quoi? Le voleur peut être volé. C'est-à-dire que celui qui pense que ce qu'il met dans le code électoral là, c'est pour avoir une assemblée monocolore, peut être volé de telle manière que cette assemblée monocolore se produise dans l'intérêt de l'opposition. Alors, si justement vous voyez cette ouverture... Vous voyez l'image, non. Vous voyez l'image que d'accord, si vous faites cette esquisse, parce que c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, qu'est-ce qui vous gêne si vous savez que le voleur, Jean-Paul Vombo, peut être volé? Qu'est-ce qui vous gêne? Pourquoi ne volez-vous pas le voleur? Ce qui gêne, madame, c'est que nous sommes dans un État importé, c'est-à-dire l'État du Bénin. Le Bénin, est dans Romain, est une création coloniale. Après les guerres coloniales livrées à Béhanzin, que le Bénin a été, Est-Dahomey, a été créé par la France, par décret. On a créé la colonie du Dahomey. On a mis ensemble plusieurs groupes ethniques qui doivent apprendre à vivre ensemble. Si on doit construire l'unité nationale, si on doit avoir un parlement, les lois doivent être votées de telle manière que, tel que le vote se passe au Bénin, où il reste encore majoritairement ethnique et régionaliste, tous les groupes socioculturels ou les plus importants se retrouvent à l'Assemblée nationale. Imaginez-vous que vous ayez 90% de votes
dans une circonscription électorale, ou qu'on le veuille ou pas, quand vous prenez chaque circonscription électorale, vous allez voir des groupes ethniques majoritaires, des groupes minoritaires, ainsi de suite. Imaginez-vous la pression que ça peut exercer sur l'État si dans 23 circonscriptions électorales, les groupes majoritaires sont rejetés. Je ne suis pas sûre de comprendre ce que vous essayez de dire. C'est-à-dire que on va aux élections, vous avez 80% voté à l'Assemblée et au niveau d'une circonscription électorale. Vous avez 80% voté pour le parti dans une circonscription électorale. Mais ce parti n'ayant pas obtenu les 20% dans les autres circonscriptions électorales est exclu. On est d'accord? Dans cette circonscription électorale, ceux qui ont voté ne seront pas contents du fait d'être exclus. Parce qu'ils pouvaient avoir 1, 2, 3, 4 députés dans la circonscription électorale s'ils n'avaient pas été exclus. Mais c'est pas nouveau. Au départ, c'est la répartition proportionnelle qu'on appliquait. C'est-à-dire, c'est en fonction du nombre de voix que vous avez obtenu que le calcul est fait. Ce qui permet à tous les groupes d'être représentés. Quand le président Patrice Talon est arrivé, la réforme faite par l'Assemblée monocolore a institué un seuil de 10% au plan national. Au plan national. Bien sûr. On l'a appliqué. Et c'est ce qui a fait que le PRD qui avait gagné à Semekoudi, à Porto Novo, à Vrancou, n'a pas pu gouverner au niveau de ces municipalités. Ce qui n'est pas bien. En 2023, on l'a appliqué encore. Ce qui a fait que FCBE avait été exclu, même si vous voyez ces résultats dans certains noms. Est-ce que n'a pas atteint le seuil? Bon, d'accord. Voilà, n'a pas atteint le seuil de 10%. Même si vous regardez ces résultats dans certaines circonscriptions, peut-être que si on avait appliqué la répartition proportionnelle, les forces Kori, Point Bénin émergents auraient un ou deux députés. On a évolué, donc on est passé maintenant, à autre chose. Je vous disais que c'est la volonté du législateur. Chaque État met en place je vous dis que la volonté du législateur ne doit pas être de nature à exclure. Vous voyez, on n'exclut pas dans une démocratie. C'est ce que je vous explique. La volonté du législateur ne doit pas être de nature à exclure un parti politique, à exclure une force politique, à exclure un groupe. Et ce qui se passe aux États-Unis, vous avez suivi récemment qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les élections aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui choisissent. Oui, les grands électeurs. Et ça le système est fait en telle sorte que c'est celui qui a le plus de votes qui The gagne. winner takes all. Donc ça, vous ne voyez pas qu'il y a une exclusion. Non, ça c'est pour l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'exclusion? Et ceux qui ont voté... Non. Pour l'élection présidentielle aux États-Unis, ce n'est pas la même chose au Bénin. Non, les systèmes sont différents, c'est clair. Pour l'élection présidentielle aux États-Unis, ce n'est pas la même chose au Bénin. Au Bénin, vous êtes élu au Bénin au suffrage universel direct. Non, c'était comme président de la République. Je vous faire observer que le winner take dont il parle là-bas... C'est l'histoire politique des États-Unis. Absolument. Je suis d'accord avec vous. L'histoire politique des États-Unis l'a conduit à adopter ce mode électoral. Mais qui? Le Bénin est différent. Je suis d'accord avec vous. Le Bénin est différent des États-Unis. On donne des exemples pour pouvoir Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'origine du seuil de représentation, c'est applicable au régime parlementaire. Et la raison, c'est pour avoir un gouvernement stable. C'est la raison ça. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience et ils ont vu qu'il y a des gouvernements instables. Ils ont imaginé le seuil de représentation pour permettre de stabiliser le gouvernement. Mais on l'a mis très bas, pour ne pas donner l'impression d'exclure. Mais ici, non seulement on l'avait mis à 10% au plan national, ce qui était déjà élevé, mais aussi, cette fois-ci, on le met à 20%, pas au plan national, mais dans chaque circonscription. Pourquoi vous insistez aujourd'hui sur la vote qui se exclut
Alors qu'en 2023, vous avez participé aux élections, vous avez dû obtenir les 10%, justement. 10%, oui. Et pourquoi vous ne vous êtes pas plaint à cette époque? Mais nous l'avions toujours dit. Depuis 2019, quand nous étions... Mais vous avez fait le jeu. Non, 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 pas du tout. Ah, vous n'êtes pas allé aux élections? Pas du tout, non, non, pas du tout. N'êtes-vous pas allé aux élections? Nous étions aux élections. Vous y étiez? Nous étions aux élections. Donc vous vous êtes non. conformé aux exigences du code électoral? Madame, nous étions aux élections. Mais au moment où nous allions aux élections, nous alertions sur cette affaire du seuil de représentation qui était, à notre avis, élevé. Nous alertions. Les FCBE qui ne nous soutenaient pas dans cette affaire ont été victimes. Ont été victimes. Or, lorsque vous êtes démocrate, vous plaidez pour la cause générale. Nous plaidons pour la cause générale. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que en 2026, le voleur peut être volé. C'est-à-dire celui qui pense qu'avec ce seuil de représentation de 20%, ça peut se retourner contre lui. Et si ça se retourne contre lui, c'est l'image qu'il faut voir. L'image que ça va projeter dans l'opinion publique nationale et internationale, que l'Assemblée soit monocolore en faveur de ceux qui sont au pouvoir ou de l'opposition. C'est l'image qu'il faut voir. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de dire que ce seuil-là n'est pas bon. Il faut le sauter. Ce qui est derrière, c'est d'obtenir une assemblée monocolore et de réviser la Constitution en plein jeu. Parce que c'est déjà arrivé ici en 2020, où les élections municipales et communales s'étaient bien déroulées. Et dans certaines communes, les deux partis siamois du chef de l'État étaient confrontés aux difficultés de s'entendre entre eux. L'un tiraillait contre l'autre. Et en plein processus, une loi a été votée pour modifier les conditions dans lesquelles les maires et les chefs d'arrondissement devraient être élus. Donc, je pense que c'est la même chose qu'ils pensent reprendre en 2026 en modifiant s'ils obtiendraient une assemblée monocolore, étant donné que les 28 députés que nous avons à l'Assemblée nationale aujourd'hui constituent une minorité de blocage pour la révision de la Constitution. Le premier essai qu'il avait fait la dernière fois a échoué. Et c'est juste après cet essai qu'il n'a trouvé autre solution que de faire passer cette loi. Pourquoi vous ne bloquez pas? Non, j'ai dit, si l'Assemblée est monocolore, non, mais nous n'y serons plus. Ça, c'est jusqu'en 2026. Oui, actuellement, nous bloquons. Pour y être, il faut être sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Ah ben, qu'est-ce qui vous fait? Vous déclarez forfait, c'est ça? C'est ce qu'on note? Non, pas mais du si tout, vous ne madame. Déclarez pas forfait... Nous ne nous déclarons pas forfait, pas du tout. Ah mais, si vous ne vous déclarez pas forfait, allez au jeu. Mais nous sommes dans le jeu, tout en étant dans le jeu, tout en nous battant sur le terrain pour mobiliser les populations, pour leur expliquer que ce qui se prépare est dangereux. Mobilisez-vous derrière le parti Les Démocrates pour que en 2026, nous puissions gagner les élections municipales, les élections législatives, les élections présidentielles. Nous alertons sur le seuil pour dire ce seuil, ce n'est pas bon, aussi bien pour ceux qui l'ont voté que pour l'opposition. Donc, alors on doit le percevoir, on doit percevoir vos récriminations comme un argument de campagne. Non seulement un argument de campagne qui reçoit un écho favorable compte tenu de la mobilisation que nous observons sur le terrain, mais également l'alerte au gouvernement pour leur dire ce que vous envisagez de faire, nous le savons. C'est modifier les règles du jeu pendant le jeu, lorsque ça va produire une assemblée monocolore et permettre au président de la République de rester au pouvoir. Alors, si vous, le 20% vous pose un problème, les 10% aussi vous pose également un problème. Pourtant, vous scandez à qui veut l'entendre que vous êtes un grand parti.
Là, on a du mal à suivre le parti Les Démocrates ou l'opposition, si vous préférez. Non. Les 10%, oui. Les 10%. C'est aussi une possibilité. Posaient de problèmes. Et nous alertions. Non, je parle des 10% actuels. Parce que c'est pas que le code électoral ne parle pas que de 20%. Suivez ce que je dis. Les 10% posaient de problèmes. Nous alertions. Nous avions alerté. Ce qui a permis au peuple de se mobiliser et de voter pour nous, même si nous avons été volés pour les élections législatives. Maintenant, plus grave se reproduit. Et nous avons commencé très tôt par alerter le peuple pour dire ça va encore commencer. Mais cette fois-ci, soyons vigilants. Ne nous laissons plus faire. Parce que non seulement ils pensent réviser la Constitution quand il aura une assemblée monocolore. Quand il n'y a pas, quand vous le dites comme ça, nous on n'a pas d'éléments pour vous ne pouvez même pas justifier cela. Vous n'avez pas d'éléments concrets, ce n'est pas factuel. Ça, c'est jusqu'en 2026. On n'y est même pas là. On parle des tractations pour être en 2026. Madame, nous disons, les 20%, cette fois-ci, c'est encore plus corsé. Et les conditions, c'est même pas, on dit, au niveau national. Le danger est là. Le danger est là. En fait, c'est pour permettre à ceux qui ne pourraient pas obtenir les 20% que le législateur a prévu un seuil également de 10% par coalition. Pour faire la coalition. Oui. Mais c'est ça que je vous explique. Si vous n'atteignez pas les 10%, dans une élection, dans un jeu dans lequel vous avez les règles qui ont été définies de manière consensuelle, comme ça se faisait avant, vous savez, les règles électorales sont les seules dans notre pays qui unissaient tous les partis politiques, qui réfléchissaient. Moi, je me rappelle que en 2019, j'avais échangé avec un député sortant qui était de l'opposition sous le président Boni Yayi, qui m'a exprimé son regret d'avoir lutté pendant, je pense, 4 législatures pour faire voter des lois électorales qui consolident la démocratie. Il exprimait son regret. Je vous dis qu'il était de l'opposition. Union fait la nation. Il a exprimé son regret parce qu'il m'a expliqué qu'il a contribué à bâtir une maison dont les fondations sont très solides. Mais que le gouvernement, le président de la République, Patrice Talon, est venu remettre en cause et détruire. Il exprimait son regret. Donc, dans un processus pareil, il faut se battre pour que les règles du jeu qui seront définies pour les élections en 2026 soient des règles consensuelles, des règles qui ne vont pas produire les pertes en vie humaine, les règles qui ne vont pas produire des prisonniers, des règles qui ne vont pas produire des exilés. Serait-ce une menace, M. Kitty, parce que non, mais les règles telles qu'elles sont définies là, justement, c'est pour toute la classe politique, c'est pas pour l'opposition. Quels sont ceux qui vont en exil? On parle justement du test de loi que vous remettez en cause. Ce test de loi qui a une portée générale, ce n'est pas à la tête du client, c'est pas pour l'opposition. Non, là, c'est à la tête du client. Hein. Ah bon, non, une loi d'État. Ah oui, non. Une loi d'État n'est-elle pas à portée générale? Le code électoral, c'est taillé sur mesure de l'opposition. Ah bon? Ah, bien sûr. Donc, le code électoral n'est pas une loi d'État, n'est pas de portée générale. C'est une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, par la majorité, à l'Assemblée nationale. Vous y étiez. Mais quand vous regardez... Vos députés étaient à l'Assemblée. Ils ont voté contre. C'est leur choix. C'est leur choix, mais la loi est mauvaise. Ils ont eu leur... Mais nous avons une histoire. Bien sûr, mais pourquoi quand vous avez bloqué la Constitution, vous ai parlé la majorité ne vous a pas dit que votre geste est mauvais, censé pris à vous? Non, il y a eu une menace. Il y a eu une menace. Lorsque tout est parti du rejet de la loi de révision de la Constitution. Oui. Et lorsque le rejet a été fait, on a brandi en même temps la menace. C'est à l'issue de cette menace que automatiquement la loi qu'était le code électoral a été révisée. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que ce code a été taillé sur mesure de l'opposition.
C'est-à-dire, c'est le pantalon que nous appelons Djangoun ici, quoi. C'est le pantalon Djangoun de l'opposition, ce code électoral. Vous voyez? C'est pourquoi nous alertons pour dire, mais tel que c'est un code qui va produire des exilés, qui va produire des pertes en vie humaine, qui va produire des prisonniers politiques. Pas à comprendre. Quand on va aux élections, ben, on connaît le seuil d'éligibilité. Oui. Ceux qui auront atteint ce niveau seront déclarés, enfin, auront leur siège, et ceux qui ne l'auront pas atteint, ben, ne seront pas à l'Assemblée. Où est perte en vie humaine dans l'application d'un texte de loi? Je vous ai expliqué tout à l'heure les menaces qui pèsent sur l'État lorsque vous allez aux élections avec un code pareil. C'est la Sénat qui applique la loi, puisque c'est elle qui organise, en tout cas, la Sénat organise les élections. Sur la base du code électoral. Quand je dis elle applique la loi, en tout cas, c'est sur la base du code électoral. Alors, chaque parti constitue sa liste et va aux élections. Et puis, on fait le point après et on donne les seuils après les calculs, les sièges à chacun. Jusque-là, moi, je ne vois pas où il y a encore. Je vous ai expliqué que même si en 2026... À moins que vous avez d'autres intentions cachées. Oui, non, il n'y a pas d'intention cachée. Je vous explique que même si en 2026, les élections sont libres, transparentes, concurrentielles, telles que le code est taillé sur mesure, ça peut produire des contestations. Et nous avons des organes du contentieux. Qui sont acquis à quelle cause? À la cause du gouvernement. Est-ce que c'est d'intérêt général de savoir si une institution est acquise à la cause de telle ou telle? Vous savez comment la Sénat était. Vous connaissez l'histoire de la Sénat? L'histoire de la Sénat, c'est isoler une institution indépendante du gouvernement pour pouvoir organiser des élections libres et transparentes. C'est l'histoire de la Sénat. Et dans cette histoire, c'est que chaque groupe se surveille. Vous comprenez? Et ça va du sommet jusqu'à la base. Mais depuis que le président de la République a été élu et qu'il a exprimé sa volonté de contrôler le système, ce mode de surveillance qui a été institué a été remis en cause. De telle manière que vous avez un Sénat où deux forces politiques, même père, même mère, siamois, ont désigné les représentants. Dans ce cas-là, c'est-à-dire les deux constituaient à la fois la minorité et la majorité. Dans ce cas... Vous parlez de la Sénat actuelle, là? Oui, mais je parle de ça. Qui vous souviens qu'il y a un représentant de la FCVE qui Mais siège? c'est après. Est-ce qu'il n'y est pas? Non, suivez-moi, madame. C'est après, il y a eu la révision du code électoral où on permet à l'Assemblée de désigner, où on permet au chef de file de l'opposition de désigner, on permet aux magistrats de désigner, et je pense que le chef de l'État lui-même désigne. Mais lorsque vous regardez l'Assemblée telle que composée au moment de la désignation, la majorité est venue de là-bas. C'était Monokolo. Déjà. Et le chef de file de l'opposition, issu des élections municipales, communales, a désigné un seul. C'est ce que le texte lui permet de faire. Oui, c'est ça, je vous dis. Or, si les élections avaient été libres et transparentes en 2019, on aurait une assemblée où vous avez une minorité qui serait peut-être acquise à la cause du gouvernement ou de l'opposition, et une majorité pareille, de telle manière que, au niveau de la Sénat, vous aurez l'équilibre. L'équilibre qui permet à chaque parti de se surveiller. Cet équilibre est rompu. Il en est de même au niveau des organes, à la base, les coordinations d'arrondissement. Avant, c'était presque professionnalisé, où vous avez des agents assermentés
à savoir les magistrats, les avocats, les greffiers qui étaient désignés. Le serment qu'ils ont prêté pour l'exercice de leur profession ne leur permettait pas de faire certaines choses ou ne leur permet pas de faire certaines choses. Donc, ça garantissait la transparence. Tout ça n'existe plus de telle manière que c'est la Sénat elle-même qui désigne qui elle veut comme coordonnateur. Non, elle ne désigne pas qui elle veut. Non. Elle fait un appel à candidature. Mais si elle fait l'appel à candidature, attendez, madame, avant dans la loi a défini les profils. Maintenant, ils ont élargi les profils de telle manière que vous avez très peu d'argent à sermenter, très peu, oui, bien sûr. Parce que ils ont élargi les profils parce qu'ils ont des difficultés. Ça ne devrait pas être ça. Pourquoi? Votre parti n'a-t-il pas assisté à cet atelier de la Sénat qui voulait parler justement de l'organisation des élections générales où on a parlé du recrutement des coordonnateurs d'agents? Bien sûr, donc, c'est ce que votre représentant vous a rapporté, M. Kitty? Non, madame. Moi, j'y étais, c'est pas ce que j'ai entendu ni ce que j'ai vu. La Sénat a dit qu'elle a des difficultés à recruter justement les profils adéquats, d'où on a élargi. En plus, c'est pas elle qui a élargi les profils. Elle n'a eu aucune difficulté à c'est la loi qui a élargi les profils, c'est pas la Sénat. Elle n'a jamais eu de difficulté à trouver les profils adéquats. Moi, j'ai des camarades qui sont magistrats. J'ai des camarades qui sont avocats. Et ils vous ont dit qu'ils sont greffiers. Ils ont soumis leur candidature, n'ont pas été recrutés. Non, je vous dis, j'ai des camarades de promotion à l'université qui sont magistrats, qui sont avocats, qui sont greffiers, qui étaient régulièrement désignés. Ma question, qui siégeaient dans les coordinations. Est-ce qu'ils ont soumis leur candidature? J'ai dit qu'ils siégeaient dans les coordinations d'arrondissement au moment où on n'avait pas élargi, parce qu'ils étaient privilégiés. Vous comprenez, non? Mais du moment où ils ont élargi pour les écarter. Nous sommes au Bénin, et nous avions eu l'habitude d'aller aux élections. Et en tant qu'universitaire, mon domaine de prédilection de recherche, ce sont les élections. En sciences politiques, j'ai fait mes recherches sur les élections. J'ai étudié les élections organisées au Bénin de 91 à nos jours. J'ai fait des productions. J'ai interviewé les acteurs qui se sont confiés à moi. Donc, je vous parle en connaissance de cause. Je connais bien l'histoire de la Sénat, son évolution. Je connais l'histoire des lois électorales. Je connais les raisons pour lesquelles les lois électorales ont évolué. C'est la recherche de la transparence. Si vous recherchez la transparence, ce n'est pas ce qui a été fait par l'Assemblée monocolore qui devrait être fait. Donc ce qui est fait là, c'est pour voler les élections et ne pas obtenir la transparence. La belle raison, vous avez vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle en 2023, lorsque elle a été saisie par le parti Les Démocrates. Comment pouvez-vous comprendre que la Sénat qui a reçu les PV de compilation puissent dire que ces PV-là, une fois les résultats proclamés, sont devenus caducs. Elle n'a pas d'archives, elle les a. Est-elle obligée de vous transmettre ces Mais si elle devrait jouer à la transparence. Est-ce qu'elle est obligée? La loi l'oblige-t-elle? Écoutez, madame. Pourquoi vous-même, vous n'avez pas constitué vos représentants pour vous faire ce travail? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas constitué vos représentants pour faire le travail que l'institution qui est en charge de proclamer les résultats ne doit pas jouer à la transparence. Ah oui, parce que c'était elle n'aurait pas joué à la transparence si la loi l'obligeait de partager ses procès verbaux. Lisez la décision de la Cour constitutionnelle en 1994. La décision de la Cour constitutionnelle en 1994 qui a conduit à la création de la Sénat a parlé de la transparence. Et la transparence a été érigée en principe à valeur constitutionnelle. Oui, en principe à valeur constitutionnelle. La transparence a été érigée en principe à valeur constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Oui, je suis en train d'apporter la réponse. Ça veut dire quoi? Est-ce que la loi oblige la Sénat à vous remettre ces procès? Mais c'est ça que je vous dis. La décision de la Cour constitutionnelle fait partie de la jurisprudence. Et cette jurisprudence fait partie de la Constitution qui est au-dessus de la Sénat. Et la Sénat devrait se soumettre à la Constitution. Et en se soumettant à la Constitution, c'est de démontrer au parti qui l'a interpellé que
elle a été transparente et montré les PV et démontré, oui, c'est ce qui est ramené par les coordonnateurs. Et c'est ça que j'ai proclamé. Et pour vous, pour PV à vous. La Sénat, une équipe pour être sur le terrain. la Sénat n'a pas à s'intéresser à ce que le parti a fait. Parce que le pour vous suffirait pour justifier mais le parti tout ce que vous voulez justifier au contentieux, normalement. Le parti veut vérifier, le parti voulait vérifier si la Sénat a proclamé les résultats conformément à ce dont il disposait. C'est juste ça, c'est-à-dire confrontation. La Sénat, pour jouer à la transparence, c'est de sortir les PV de compilation, de montrer, écoutez, dans tel arrondissement, vous avez tel nombre de voix, c'est ça. Dans tel autre, vous avez tel nombre de voix, c'est ça. La Sénat dit caduc. Donc on vous dit, ce que vous avez là, contentez-vous de ça. Ce que moi j'ai proclamé là ne vous regarde pas. Il n'y a plus de transparence. Il y a violation de la Constitution. Et c'est dans ces conditions que nous nous retrouvons encore. C'est pourquoi nous nous préparons à travers ce cadre de concertation pour inverser la tendance en 2026. Et vous êtes sûr que c'est ce code de concertation qui va vous obtenir la relecture du code électoral, par exemple? Parce qu'il y a plein d'éléments que vous avez cités. On va finir sur le code électoral à travers cette question. Oui, vous savez, comment madame, un cadre de concertation, qui peut-être, certains estiment qu'il n'est pas légal, je dis certains, hein, va vous permettre d'obtenir la relecture du code électoral? D'abord, sur la question de la légalité, moi, je ne sais pas sur quoi il se base. Bon, si vous ne savez pas, ne répondez pas. Donc, répondez à la question que je vous pose directement. Attendez, je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Si c'est sur le code électoral il se base, ils ont tort. Tout parti politique peut former un cadre de concertation avec d'autres partis qui développent la même idéologie que lui. Il n'y a aucun problème. C'est pour aller aux élections que la loi exclut la coalition. D'accord. C'est différent. Ma question est celle-ci. Alors, comment un cadre de concertation vous permettra-t-il d'obtenir la relecture du code électoral? C'est possible parce que plus on est ensemble, plus on fait pression sur les institutions. La belle preuve, vous avez vu les réactions dans la presse lorsqu'ils ont appris que nous avons mis... La presse a fait des analyses. Non, il y a eu des réactions. Il y a eu la peur qui est née. De la part de qui? De la part de ceux qui sont au pouvoir, parce qu'ils voient venir le danger. Non. Nous nous organisons pour que le jeu électoral se fasse conformément à l'état de droit et aux principes et valeurs de la démocratie. Nous nous organisons dans ce cadre-là. Et ce que nous faisons, les partis qui soutiennent le président Patrice Talon peuvent aussi en profiter. Ce qui est peut-être paradoxal, vous préférez un regroupement de l'opposition à l'avoir connu pour obtenir peut-être des amendements à un texte électoral. Vous avez des députés au Parti Les Démocrates qui connaissent comment on fait pour relire un texte de loi. Pourquoi vous excluez, je ne sais pas si c'est une exclusion, je repose la question, pourquoi vous laissez de côté la voie parlementaire et vous préférez une association dont on ne voit pas encore réellement les travaux pour obtenir cette relation? Je pense que c'est pour porter loin la voix de l'opposition. Seul on peut estimer qu'on est fort, mais avec d'autres, on est encore plus fort. Porter loin la voix de l'opposition. Nous avions déjà fait l'expérience de propositions de loi, de modification du code électoral, au moment où la majorité parlementaire avait introduit sa proposition. Le parti Les Démocrates a introduit aussi une proposition. Mais tout ce que nous avions dit avait été rejeté. Si vous prenez ce que nous avions dit dans notre proposition... Pourtant, il y avait vos propositions qui sont prises en compte, je pense bien. Sur quel aspect? N'avez-vous pas proposé la réduction des cautions? La réduction des cautions pour aller aux élections? Oui, et nous l'avions proposé dans quel sens? C'est ce que la majorité a proposé qui a été adopté. Ce que l'opposition a proposé n'a pas été pris en compte. Ce que vous appelez réduction, c'est la majorité qui l'a fait ainsi. Ce n'est pas l'opposition. Mais on a constaté quand même qu'il y a une réduction, d'accord. Et donc,
Pensez un instant qu'on laisse les parlementaires de côté. Non, on ne laisse pas les parlementaires. Il y a plusieurs propositions de loi qui ont été déposées par les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs questions au gouvernement qui ont été déposées par les députés de l'opposition. Il y en a qui sont programmés, qui sont étudiés lorsque le président trouve que oui, ces questions peuvent être débattues. Il y en a qui ne sont pas programmés, débattus lorsque ça vise l'état de droit et la démocratie. Dans ces conditions, il faut se mettre ensemble pour porter loin la voix de l'opposition, pour mobiliser les populations, pour leur dire de ne plus avoir peur, de s'organiser, pour qu'en 2026, de manière démocratique, massivement, nous puissions dire au président Patrice Talon, trop c'est trop. Tu as fait 2 mandats, basta, tu te mets à côté, on évolue avec d'autres personnes. Le cas de concertation, on a dit concertation, c'est-à-dire que les partis qui se retrouvent se concertent, réfléchissent sur le sujet, font des propositions, et s'il faut passer par le Parlement, les députés de l'opposition vont porter la proposition en termes de proposition de loi et soumettre au Parlement. Maintenant, il reviendra au Parlement de décider. C'est ça. S'il faut passer par la voie réglementaire, c'est-à-dire s'il faut prendre un décret ou un arrêté, ils font la proposition et on l'envoie à qui de droit. On diffuse. On fait la publicité autour pour que le peuple sache que nous avions fait ce travail. Et le reste revient à la majorité au Parlement. Donc c'est comme ça. Y a-t-il que ces éléments qui vous intéressent, par exemple? Pourquoi les questions de dépouillement, etc. ne vous intéressent pas? Ah mais ça nous intéresse. Alors que vous avez eu les problèmes dont vous avez parlé tout à l'heure, pourquoi cela ne vous intéressait pas et vous êtes focus? Madame. Parce que c'est vous qui avez conçu votre rapport général. Dans ce rapport général, vous avez parlé de relecture du code électoral, vous avez parlé des pourcentages des seuils d'éligibilité. À aucun moment, on a parlé la relecture est globale. Elle-même. Quand on dit la relecture du code électoral, c'est global. Tous les aspects qui touchent le vote, qui ont été modifiés par la majorité acquise au président Patrice Talon, la majorité monocolore, tous ces aspects qui ont permis d'avoir des élections sans électeurs en 2021, d'avoir une assemblée monocolore en 2019, tous ces aspects sont proposés pour être touchés par le cadre de concertation. Et donc, ce dont vous parlez, à savoir les questions de dépouillement, de procès verbal, d'abord, nous avions déjà fait une réflexion au niveau du Parti Les Démocrates et qui avait été soumise en termes de proposition de loi à l'Assemblée nationale au moment où le code devrait être révisé. Je me rappelle que j'avais participé activement à la rédaction de cette proposition de loi, mais ça n'a pas été pris en compte. Nous espérons que les contacts que nous prenons, la pression que nous faisons et tout ce que nous faisons dans l'ombre, en termes de pression, en termes de prise de contact, de persuasion, de dialogue, d'échange avec le président de la République, avec les partis qui sont de la mouvance politique, nous espérons que ça va toucher les sensibilités. Et comme c'est une fin de mandat, de deuxième mandat, et comme eux-mêmes, ils voient que là où ça penche actuellement, c'est du côté de l'opposition, nous espérons qu'ils vont s'assagir et décider à ce que quelque chose soit fait pour qu'en 2026, nous ayons des élections inclusives. Le bureau qui est mis en place travaille d'arrache-pied. Il y a certaines propositions qui sont portées à la connaissance du gouvernement. Lesquelles? La question de l'audit de la liste électorale que le chef de l'État même a demandé. Et vous en êtes où? Ah ouais, mais c'est soumis. On a fait les thèmes de référence qui ont été soumis au gouvernement et je pense que le gouvernement doit nous recevoir dans les prochains jours. Et nous donc, si c'est déjà un acquis, pourquoi le mettre dans un chantier de votre, dans les chantiers de votre cadre de consultation, si c'est déjà un acquis?
Ce n'est pas un acquis, hein, madame. Ah, le chef de l'État, on l'a entendu. Il est a été rusé. clair. Il est rusé. Bon, qu'il soit rusé ou intelligent, ça non, c'est... il est rusé et ça ruse. C'est sa qualité peut-être, on n'en sait trop rien. C'est vos actions à vous qui nous intéressent. Ce sont vos actions à vous qui nous intéressent. Oui, il est rusé. Lui, il a dit qu'il est ouvert. Si vous n'avez même pas les fonds, qu'il vous trouvera. Si vous dites qu'il est ouvert, sachez qu'il pense à autre chose déjà. Bon, nous, on n'est pas dans sa tête, malheureusement. Si vous voulez. Et donc, pour pouvoir anticiper, nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour que nous soyons plusieurs à réfléchir en même temps pour le bloquer. Alors, vous parlez de la libération des prisonniers politiques et tout ce que vous avez cité là. Qu'est-ce qui concerne peut-être cette partie dans les élections générales de 2026? Vous avez eu dans la semaine le groupe de travail sur la détention arbitraire, le groupe de travail des Nations Unies qui a rendu une décision en faveur du professeur Joël Aïvo. Nous exigeons le respect de cette décision-là. Parce que la Constitution est claire. Que faites-vous du respect des décisions de justice? Vous préférez respecter les décisions extérieures? Non, c'est une décision attention, madame, non, c'est une décision de justice. Non, attention. Qui a mis M. Aïvo dans les conditions que vous savez, n'est-ce pas? À moins que je me trompe. Lorsque vous êtes arrêté, ce qui vous est reproché doit être de nature à être débattu devant un juge indépendant, une justice indépendante, un magistrat, un juge qui est impartial. Alors, ce qui est reproché au professeur Aïvo Joël n'a pas été débattu avec toutes ces garanties-là. C'est un procès politique. C'est un procès politique qui lui a été fait. Et ce procès politique a conduit à sa condamnation à 10 ans d'emprisonnement. Et le groupe de travail des Nations Unies, le Bénin est membre de l'ONU. Le Bénin a adhéré à l'ONU. Et le Bénin doit respecter les décisions rendues par les institutions de l'ONU. Est-ce qu'il a épuisé ses voies de recours disponibles? Ce n'est pas parce que vous avez fait recours et que vous avez perdu que vous avez tort. Ça dépend des conditions dans lesquelles vous avez perdu. Ça dépend de l'indépendance de ceux qui ont rendu la décision. Ça dépend de leur impartialité. Toute chose qui n'existe pas sous le président. Vous le décrétez? Je ne le décrète pas, madame. Je suis enseignant de sciences politiques et j'enseigne également le droit public, étant donné que j'ai fait également un doctorat en droit public. Et nous savons les conditions d'un procès juste et équitable. Ces conditions n'ont pas été respectées en ce qui concerne aussi bien le procès de Mandan Rekia Amadougou. On est sur un sujet précis. C'est les deux. On parle d'un sujet précis d'abord. Oui, les prisonniers politiques, les deux sont des prisonniers politiques. Oui, j'ai dit on est sur un cas précis. Oui. Alors, pour ce cas par exemple, il y a eu une loi qui parle de suspension de peine. Il y a cette ouverture que personne n'a saisie par exemple. Pourtant, vous ne pouvez pas obliger un prisonnier politique à demander une suspension de peine. Au final, vous ne voulez pas qu'il sorte? Ce n'est pas à nous de leur dire de demander. Je pense qu'ils sont confortés dans cette position parce que ça fait pression sur le gouvernement et ça montre à l'opinion publique nationale et internationale que leurs droits ont été violés sur toute la ligne. Le groupe de travail avait déjà rendu une première décision en faveur de Mandan Rekia Amadougou. Le gouvernement n'a pas respecté. La deuxième décision est rendue actuellement en faveur du professeur Joël Aïvo. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous pensez que au niveau du groupe de travail des Nations Unies sur la détention administrative, ce sont des experts qui siègent là-bas, des experts dans le domaine du droit, droits humains, démocratie. Le Bénin n'est-il pas un État souverain? Et, attendez,
Dans la procédure, l'État aussi intervient. Dans la procédure de mandat Rekia Madougou, l'État béninois a donné une réponse. L'État béninois a répondu. Et malgré ça, les experts ont décidé que les droits de Mme Rekia Madougou ont été violés. Dans le cas du professeur Joël Ivor, je pense que l'État n'a pas répondu. Qui se sent mauvais se mouche. C'est le groupe de travail qui a sorti un non, mais c'est un groupe. Le Bénin siège là. Bien sûr. C'est le paradoxe. Le paradoxe, il y a un Béninois envoyé par le gouvernement. Non, il n'y a aucun paradoxe là. Non, mais le paradoxe, c'est que vous avez encore un Béninois qui siège là. Il siège là. C'est des experts qui sont indépendants. Ils ne sont pas à la sorte d'un gouvernement. Ils sont indépendants. Bien sûr, ils sont indépendants. Oui, le gouvernement ils regardent avec la loupe. L'État béninois n'est pas non plus à leur solde, M. Kiti. Je vous dis qu'ils regardent avec la loupe du droit, les droits humains, ce qu'on reproche à un État, et puis ils rendent leurs décisions. Oui, ils l'ont rendu. Et nous demandons à ce que le gouvernement respecte cette décision-là. Étant donné que, je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, que le chef de l'État garantit l'exécution des décisions de justice. Et quand il ne le fait pas, il viole la Constitution. Et quand il viole la Constitution, c'est pas bien. Il ne donne pas un bon exemple. Il ne donne pas un bon exemple de gouvernant. Lorsque, par exemple, je suis opérateur économique français, américain, chinois, je veux venir au Bénin, je peux me renseigner sur l'état de droit. Est-ce qu'au Bénin, les décisions de justice sont respectées? Je tape, je vois que le groupe de travail a rendu une décision que le gouvernement n'a pas respectée. Ça veut dire quoi? Si je viens au Bénin, j'investis, j'ai un contentieux avec le gouvernement demain. Non, ça ne veut pas dire forcément ah, ça. mais madame, ça existe. Ça existe. Ça existe. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui ont gagné des procès et le gouvernement a refusé l'exécution. Alors, vous avez dit que... Donc, vous ne venez pas, si vous regardez ça, vous allez dire, ah là, il y a danger. Parce que quand je fais un investissement, quand j'aurai un problème avec le gouvernement, et quand la justice va rendre une décision, cette décision peut ne pas être exécutée. Pourtant, il y a plein d'investisseurs au Bénin. Ils n'ont pas eu peur de cela. Je ne dis pas investisseurs gouvernementaux. C'est vous qui l'appréciez, M. Kiti. Alors que, pourtant, les citoyens béninois observent qu'il y a des investisseurs au Bénin. Si vous êtes investisseur au Bénin aujourd'hui, vous devez être gouvernemental avant d'être en sécurité. Alors, vous dites que ce cas de concertation est un creuset de pression sur les institutions. Alors, vous avez dit que vous voulez travailler de façon pacifique et démocratique. D'accord. Et si vous n'obtenez pas gain de cause? Si tout ce que vous avez comme stratégie, que vous avez refusé d'étaler peut-être à raison, n'aboutissait pas? On aura gain de cause, nous y croyons. Et nous travaillons pour avoir des gains de cause. Et on aura gain de cause. Allez, on va finir sur un dernier élément puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. On a vu le rapport d'activité du président Vlavonu passer. On n'a pas constaté un vote des démocrates. Est-ce que cette posture vous arrange toujours quand vous aussi, vous êtes dans des conditions d'avoir besoin de la majorité? Non. Je pense que à l'Assemblée nationale, ce qu'on doit privilégier, c'est l'intérêt général. Le mandat impératif est interdit. C'est-à-dire, vous êtes un élu du peuple. Et une fois à l'Assemblée nationale, vous défendez l'intérêt du peuple et non vos intérêts ou les intérêts de votre parti ou les intérêts de vos mandats. Alors, si les députés de l'opposition sont allés jusqu'à rejeter le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est qu'il reproche quelque chose au rapport. Et ce qu'il reproche au rapport va dans l'intérêt général. C'est ce qu'il faut comprendre. Sauf si le président de l'Assemblée nationale arrive à justifier que ce qu'on reproche à ce rapport n'est pas fondé. Ils sont 28.
Je ne pense pas que 28 députés de l'opposition puissent se réunir pour faire de n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Et puis, ils ont des experts qui sont autour d'eux et qui réfléchissent sur les questions avant la plénière. Et je pense que ce qui reproche au rapport est fondé. Vous avez, il y a eu une question qui était passée, la question de la résidence personnelle du président de l'Assemblée nationale, par exemple, où les fonds publics avaient été utilisés pour rénover, je pense, une partie de la résidence qui devrait servir aux audiences, quelque chose du genre. Oui, parce que le président de l'Assemblée nationale n'avait pas, en son rang de président de l'Assemblée nationale, n'avait pas un salon pour recevoir. Moi, j'ai été à l'Assemblée nationale plusieurs fois. Et j'avais des proches qui ont été présidents de l'Assemblée nationale, vice-président de l'Assemblée nationale. Et je les visitais. Ils me recevaient là. Et vous recevez où? À l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, oui. Ils recevaient là et recevaient des autres à l'Assemblée nationale. Donc je ne pense pas que cet argument soit fondé. S'il est prévu que le président de l'Assemblée nationale ait un salon pour recevoir ses invités, ou en tout cas tous ceux qui viennent le voir, je crois qu'est-ce qui empêche qu'il en jouisse? Il n'est pas bien séant. Ce sont les intérêts il n'est pas bien séant de sa position. Ce sont les avantages, j'allais dire, il n'est pas de la bien position qu'il occupe. Nos deniers publics servent à la rénovation d'une partie de la résidence du président de l'Assemblée nationale, même si c'est pour les audiences, parce que c'est sa résidence privée. Sa résidence privée. On peut utiliser les deniers pour construire une résidence. Et construire une résidence au président de l'Assemblée. Vous savez, là où siège actuellement la Haute Cour de justice, devrait être la résidence du président de l'Assemblée nationale. Ce qui n'a jamais été fait. Voilà. C'était la résidence du gouverneur. Le gouverneur résidait là. Alors, si cela n'existe pas, on peut construire une salle à l'Assemblée nationale pour les audiences du président. Mais aller réfectionner sa résidence, une partie de sa résidence personnelle, pour ces audiences, ce n'est pas bien. Parce que ce sont nos deniers. Vos députés ont estimé que ce n'était pas bien, ils n'étaient pas d'accord, ils ont rejeté le rapport. Ils ont rejeté le rapport. Voilà. Alors, dans de cas pareils, quand on n'est pas d'accord sur certains éléments de rapport d'activité, est-ce qu'on ne s'abstient pas? D'autant plus qu'ils ont participé aux activités. Ce n'est pas parce que vous avez participé à l'activité que vous allez voter le rapport qui est fait de l'activité. Non, je ne dis pas qu'il faut forcément voter. Ma question, pourquoi ne pas s'abstenir simplement? On comprendrait. Mais rejeter, c'est comme s'ils remettaient en cause ce à quoi on a participé, un peu comme ce rapport d'activité, ce budget de l'institution qu'ils ont rejeté alors qu'ils percevaient les indemnités dans ce budget. On ne comprend pas finalement la posture des démocrates, M. Kitty. Non. Ah, d'accord. Non. Le budget de l'État, c'est un document. Non, je parle du budget, c'est un autre budget, ça. Ça, c'est le budget de l'institution. Le premier budget de l'Assemblée. Le budget de l'Assemblée, c'est aussi un document. Bien sûr. C'est aussi un document. Oui, un document qui prévoit les dépenses de l'année. Et dans cette dépense, il y a les émoluments des députés. Ce n'est pas que ça. Non, justement, il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il dit, ça, quand on n'est pas d'accord sur des éléments de rapport, on peut s'abstenir. Comme on peut ne pas siéger. On adopte la stratégie la plus retentissante. Vous comprenez, non? Et c'est ça que les députés de l'opposition ont adopté. Et c'est à leur actif. Ah d'accord, c'est à leur actif. Ma question même, c'était de savoir, quand vous avez de cette posture, pourquoi vous vous étonnez que la majorité ne vous cède rien? Non. C'est l'intérêt, on parle d'intérêt général. Quand ça vous arrange, c'est l'intérêt général. Non, il n'y a rien qui arrange. Et quand ça arrange la majorité, c'est l'intérêt personnel. Non, ne voyez pas les choses comme ça. Ah non, mais je suis votre logique, monsieur. Il n'y a rien qui soit là
et qu'on peut considérer comme un intérêt particulier aux députés de l'opposition. Non, pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que le mandat impératif n'existe pas. N'existe pas. Vous êtes élu, c'est vrai, dans une circonscription électorale, mais vous ne représentez pas la circonscription. Oui. Vous représentez Ça, le peuple béninois. Vous êtes un député de la nation. Oui. Donc, ce que vous devez défendre, c'est l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle ce que vous venez de dire là, c'est plutôt les autres qui devraient savoir que ce que l'opposition demande vise l'intérêt général. Et par conséquent, il ne doit pas se comporter comme des députés du président Patrice Talon, tels qu'ils le font actuellement. Et vous vous comportez comme des députés de qui? Nos députés se comportent comme des députés de la nation. Parce que ce n'est pas le peuple qui a voté, ceux de la majorité. Monsieur non, Kitty. ce n'est pas ça. En fait, la logique là n'est pas claire. Non, hein. écoutez. C'est pas vraiment perceptible. Si vous vous promenez à Cotonou, vous faites un sondage d'opinion sur les différentes prises de position de l'opposition à l'Assemblée nationale. Vous savez, nos députés parlent tellement à l'Assemblée que la retransmission directe de la radio de l'hémicycle là est coupée. Ils ont coupé ça parce qu'ils ont constaté que les populations suivent directement ce qui se passe, de telle manière qu'après ils retravaillent ce qui est enregistré, coupent les parties qui ne les intéressent pas avant de diffuser. La radio hémicycle, c'est ce qu'ils font désormais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se rendent compte que les députés qui sont là, de l'opposition là, défendent l'intérêt général. D'accord. Merci à vous, monsieur Nathanaël Kitty. Nous sommes en train de finir cet entretien. Je vous donne quelques secondes pour pouvoir conclure. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité pour échanger sur le Parti Les Démocrates, le cadre de concertation. Remercier également les téléspectateurs qui nous ont suivis et leur demander au peuple béninois de garder espoir qu'en 2026, les choses vont bien se passer dans la paix, dans la transparence, pour que la dévolution du pouvoir puisse se passer comme nous y étions habitués avant 2019. C'est-à-dire que les élections étaient des périodes de fête. Et c'est ce que nous recherchons. Et c'est ce pourquoi nous travaillons. Et c'est ce que le cadre de concertation est appelé à faire. C'était l'entretien de dimanche, c'est politique, qui recevait M. Nathanaël Kitty, enseignant-chercheur en sciences politiques et en droit public, vice-président du parti Les Démocrates. Avec lui, nous avons parlé des objectifs du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, où concrètement l'opposition va et comment ce cadre de concertation va régler les problèmes cités lors de la mise en place de ce cadre de concertation. Notre invité a apporté les réponses qu'il pouvait apporter à nos questions. Espérons que vous avez su ou pu glaner quelques éléments de cet entretien. Nous vous remercions d'avoir suivi. Merci également à vous, Monsieur Kitty, de vous être prêté à l'exercice. Mesdames et messieurs, le programme se poursuit. Là, tout de suite, ce sera l'équipe qui va se retrouver pour le débriefing. Après, ce sera le prochain programme, l'hebdo des éditorialistes. Nous sommes en direct du studio François-Xavier en Limnemont. Merci de nous avoir suivis et à tout de suite.